Je m'appelle Caitlin Dixon, et je suis un sergent de 27 ans dans l'armée des États-Unis. Ce jour-là, à la base interarmée de Charleston, devait être le moment de plus grande fierté de toute ma vie. Mais, alors que je me tenais sur l'estrade, la médaille n'étant pas encore chaude contre ma poitrine, j'ai vu mon beau-père, Cruz, se lever au milieu de la foule. Il n'applaudissait pas. Il a glissé la main dans sa veste, et j'ai aperçu le reflet du métal. Une simple détonation a déchiré l'air humide de la Caroline du Sud, et une douleur fulgurante m'a transpercé la hanche. Au milieu des cris, je n'ai entendu que sa voix, calme et artificielle, qui résonnait « Je t'avais dit que tu ne serais rien sans moi ». Le sang s'est répandu, tachant mon uniforme de cérémonie de pourpre. Mais, j'ai serré les dents, j'ai forcé mon corps à rester droit, et j'ai achevé mon salut protocolaire. Il pensait que cette balle marquait la fin. Il avait tort. C'était le premier tir d'une guerre qu'il ne pourrait jamais gagner. Dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, si vous avez déjà vu les personnes même qui étaient censées vous élever, essayer de vous détruire. La chaleur à Charleston était un poids physique. Elle pesait sur le terrain de parade, miroitant au-dessus de l'asphalte, et se glissait sous le col de mon uniforme de service de l'armée. La laine semblait lourde, étouffante, mais ma fierté l'était encore plus. C'était une présence solide, un ancrage dans ma poitrine, un sentiment que j'avais gagné par la sueur, la peur, et une volonté pure et obstinée. Je me tenais au garde à vous, la colonne vertébrale rigide, les yeux fixés droit devant, écoutant les citations être lues. C'était le grand jour, l'aboutissement de tout, la preuve ultime. Puis, mon regard a balayé la foule. Des centaines de visages, des soldats, des familles, des civils, tous flous dans une mer de soutien. Sauf deux. Ma mère, Margaret, était assise avec un sourire si crispé, qu'il semblait sur le point de se briser. Et à côté d'elle, il y avait lui, Cruz. Il ne souriait pas. Son regard était possessif, un avertissement silencieux, qui rayonnait à travers tout le terrain. C'était le même regard, celui qu'il m'avait lancé toute ma vie. Le regard qui disait, tu m'appartiens. Chaque succès que tu obtiens est mien, que je décide de te l'accorder ou de te le reprendre. Une angoisse froide, et malheureusement familière, a rampé le long de ma colonne vertébrale. Ce sentiment d'une enfant, qui sait qu'elle va être punie, même lorsqu'elle n'a rien fait de mal. Pour service exceptionnel, méritoire et pour sa bravoure. Sergent Caitlin Dixon. Mon nom a résonné dans les haut-parleurs. Les mots semblaient décrire quelqu'un d'autre. Une héroïne, forgée dans la poussière de l'Afghanistan. Un leader. Une soldate, qui avait affronté l'ennemi sans tressaillir. Cette personne n'était pas la petite fille que Cruz avait élevée. Il ne reconnaîtrait jamais son existence. Alors que je marchais vers l'estrade, pour recevoir ma médaille de l'armée, chaque pas ressemblait à une déclaration. Cette cérémonie n'était pas seulement pour une médaille. C'était ma déclaration d'indépendance. Je t'ai échappé. Mais j'avais tort. J'avais seulement échappé à la maison, pas à la guerre. L'explosion ne ressemblait pas à celle des champs de bataille. Celle-là était impersonnelle, c'était le son du chaos. Ceci était différent. C'était net, intime, un unique claquement venimeux, dirigé directement vers moi. Puis, la douleur est arrivée. Ce n'était pas une douleur sourde. C'était un tisonnier chauffé à blanc, enfoncé dans ma hanche gauche. Une agonie fulgurante, qui m'a coupé le souffle, et a fait basculer le monde violemment sur son axe. La pelouse parfaitement entretenue, le ciel bleu, les drapeaux impeccables, tout s'est brouillé dans un tourbillon de couleurs nauséeux. Pendant une seconde terrifiante, j'ai voulu tomber. J'ai voulu m'effondrer en un tas, et redevenir cette petite fille impuissante de 7 ans, de retour à Goose Creek. Celle qui avait appris que le silence était plus sûr que les larmes. Mais, une autre voix a percé le brouillard de la douleur. Une voix forgée dans le creuset de l'entraînement de base, à Fort Jackson. Soldat, on ne tourne jamais le dos. Soldat, on ne tombe jamais. Ce n'était pas un simple souvenir. C'était un ordre, gravé dans mes os même. C'était le réflexe, qui m'avait été inculqué au fil de milliers d'heures d'entraînement, la discipline qui était devenue mon armure. Ma vision s'est éclaircie. J'ai verrouillé mes yeux sur le drapeau américain, ses étoiles et ses rayures flottant avec défi face au chaos. Les cris de la foule n'étaient plus qu'un rugissement lointain. La seule chose qui comptait, c'était la mission. Et,
à ce moment-là, la mission consistait à rester debout. J'ai levé ma main droite pour saluer, le mouvement net et précis, même si mes jambes tremblaient, et qu'une vague de vertige menaçait de m'engloutir. Mon sang coulait, tachant le tissu bleu marine de mon pantalon. Mais mon honneur, lui, restait intact. Quelque part, dans la foule hurlante, un vieux photographe grisonnant de la Associated Press, vétéran d'une douzaine de zones de guerre, a levé son appareil, et a capturé l'image qui lui vaudrait plus tard un prix Pulitzer, le salut sanglant. Le général Robert Whittaker ne bougeait pas comme un homme de 60 ans. Il bougeait comme un commandant, dont le périmètre avait été violé. Sa fureur n'était pas bruyante. Elle était glaciale et absolue. Une force palpable, qui tranchait à travers la panique. « Appréhendez-le » a-t-il rugi, sa voix portant le ton indubitable du commandement. Et la police militaire a bougé comme un seul homme, une machine rapide et efficace. Le monde commençait à s'assombrir sur les bords. Mais, je l'ai vu s'agenouiller à côté de moi. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Il m'a regardé avec le respect profond, d'un soldat envers un autre. Il a posé une main rassurante sur mon épaule. « Sergent » a-t-il dit, la voix ferme et inébranlable. « Vous avez accompli votre devoir. Maintenant, laissez-nous nous occuper du reste. » Ces mots étaient plus qu'un réconfort. C'était une promesse. C'était la validation de la figure paternelle, dont j'avais toujours rêvé, un contraste saisissant avec l'homme, qui était maintenant plaqué contre un véhicule, menotté. Même à ce moment-là, Cruz ne montrait aucun remords. Maîtrisé, son masque soigneusement construit d'homme d'affaires local respectable s'est enfin brisé, et il s'est mis à crier. Des mensonges jaillissaient de lui, conçus pour contrôler le récit, même dans la défaite. Elle est instable. Elle a un syndrome de stress post-traumatique. Elle est un danger pour tout le monde, hurlait-il, sa voix teintée d'une panique fabriquée de toutes pièces. Mais, plus personne ne l'écoutait. Chaque soldat sur ce terrain, du plus haut gradé au plus jeune simple soldat, me regardait, et dans leurs yeux, je ne voyais pas de la pitié, mais de l'admiration. Ils ne voyaient pas une victime. Ils voyaient un sergent qui, même après avoir été abattu, refusait de tomber. Alors que les secouristes me soulevaient prudemment sur un brancard, j'ai regardé par-dessus l'épaule du général Whittaker, et mes yeux ont croisé ceux de Cruz, une dernière fois. Les siens étaient remplis d'une fureur sauvage, celle d'un animal acculé. Il s'attendait à des larmes, de la peur, un effondrement. Je ne lui ai rien donné. Mon visage était un masque vide de discipline, mais mes yeux ont délivré le message, haut et fort. Tu as déjà perdu. Cette guerre venait tout juste de commencer, et pour la première fois, nous la menions sur mon propre terrain. Alors qu'il me précipitait vers l'ambulance, l'odeur âcre de la poudre à canon, et les cris paniqués de la foule, ont commencé à s'estomper, remplacés par autre chose, qui remontait des profondeurs de ma mémoire. C'était le parfum de l'herbe fraîchement coupée, après un orage d'été, à Goose Creek. Et puis, je l'ai entendu, non pas avec mes oreilles, mais dans mon âme, le petit rire bas et malveillant de mon beau-père. Cette odeur d'herbe fraîchement coupée. Elle m'a ramené à travers le temps, loin de l'odeur stérile de l'ambulance et de la puanteur de la poudre. Elle m'a traîné vers une maison à 2 étages, dans une rue calme et bordée d'arbres de Goose Creek, en Caroline du Sud. Une ville construite dans l'ombre de la station navale d'armement de Charleston. Un endroit qui, ironiquement, représentait la liberté même que je n'avais jamais eue. De l'extérieur, notre maison était parfaite. Une pelouse impeccable, un porche d'entrée accueillant avec une balancelle, un drapeau américain flottant fièrement. C'était l'image d'une famille américaine heureuse. Cruz Mayo est entré dans ma vie comme un sauveur, après la mort de mon père. C'était un homme d'affaires local prospère, charmant, charismatique, le genre d'homme qui se souvenait de votre nom, après vous avoir rencontré une seule fois. Tout le quartier était sous le charme. Il a ramené ma mère, Margaret, du bord du gouffre de son chagrin. Et pour cela, je lui ai d'abord été reconnaissante. Mais les sourires qu'il adressait à nos voisins, ne franchissaient jamais vraiment la porte d'entrée. Derrière les portes closes, son charme se caillait pour devenir du contrôle. Cela a commencé par des chuchotements à ma mère, quand il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. « Margaret, tu ne peux pas la laisser être si maussade. Aucun homme ne voudra épouser une fille avec une mine aussi longue. » Et ma mère, déjà brisée, se contentait de hocher la tête. Le contrôle était un nœud coulant, commençant comme un fil lâche de suggestions et de regards, puis,
lentement et méthodiquement, se resserrant autour de mon cou. Il ne me détestait pas pour ce que je faisais. Il me détestait pour ce que j'aimais. C'était une campagne systématique, pour démanteler tout ce qui m'apportait de la joie, tout ce qui était exclusivement à moi. En classe de 5e, j'ai remporté la première place à l'expo sciences de l'école, avec un volcan miniature que j'avais passé des semaines à construire. J'ai ramené le ruban bleu à la maison, la poitrine gonflée par un rare sentiment d'accomplissement. Ce soir-là, Cruz l'a accidentellement fait tomber de l'étagère, en faisant la poussière. Il s'est brisé en 100 morceaux de plâtre, et de carton peint. Je suis tellement maladroit, a-t-il dit, sans même me regarder. Quand j'avais 16 ans, j'ai été invité à mon premier vrai bal, le bal du printemps. J'avais économisé de l'argent grâce à mon petit boulot au restaurant local, et j'avais acheté une robe bleu marine, simple et élégante. Je l'adorais. Je me sentais presque belle dedans. Le soir du bal, alors que je me préparais, Cruz est entré dans ma chambre sans frapper. Il a regardé la robe, un lent sourire de mépris s'étalant sur son visage. C'est beaucoup trop révélateur, a-t-il décrété. Avant que je ne puisse protester, il a attrapé une paire de ciseaux sur mon bureau, et a méthodiquement réduit la robe en lambeaux, juste devant moi. Voilà, a-t-il dit, en laissant tomber le tissu ruiné sur le sol. Maintenant, c'est plus approprié. Mais le pire, ce fut le journal intime. C'était un simple carnet verrouillable, où je déversais toutes mes pensées secrètes, mes frustrations, et mes rêves fous d'enfant. Il l'a trouvé sous mon matelas. Il ne l'a pas jeté. Il a attendu. Quelques soirs plus tard, à la table du dîner, il l'a sorti. Ma mère servait du thé glacé. Le tintement des glaçons contre le verre était le seul bruit. Voyons ce que notre petite écrivaine a fabriqué, a-t-il dit, la voix dégoulinante d'une fausse joie. Et, il s'est mis à lire. Il a lu mes peurs privées à voix haute, mes béguins ridicules, mes rêves désespérés de voir le monde un jour. Il riait, un son cruel et retentissant qui remplissait la petite salle à manger, se moquant de chaque mot. Je suis restée assise là, paralysée, le visage brûlant d'une onde si ardente, qu'elle semblait faire fondre ma peau. J'ai regardé ma mère, mes yeux la suppliant de faire cesser cela. Elle a simplement baissé les yeux sur son assiette, remuant lentement son thé. La condensation s'égouttait sur le bois poli de la table. Ce silence a été le coup le plus cruel. La plus grande douleur de mon enfance n'est pas venue de la main de Cruz, ni de ses mots tranchants. Elle est venue du silence de ma mère. Je me souviens d'un soir, où je suis rentré à la maison avec 5 minutes de retard sur le couvre-feu. Cruz m'attendait. Il m'a poussé violemment. J'ai perdu l'équilibre, et j'ai dégringolé la petite volée de marche menant au salon. Mon corps me faisait souffrir, alors que j'atterrissais en tas sur le tapis. J'ai levé les yeux, les larmes coulant sur mon visage, mon regard trouvant ma mère, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Je la suppliais du regard, l'implorant d'intervenir, d'être une mère. Elle a simplement détourné les yeux. « Tu n'aurais pas dû mettre Cruz en colère », a-t-elle dit, la voix plate, dénuée de toute émotion. Son silence était plus fort que n'importe quelle gifle. C'était la confirmation que j'étais totalement seul, que son amour n'était pas assez fort pour me protéger. C'est le jour où j'ai appris une leçon amère, le silence est une forme de violence à part entière. L'armée n'était pas un choix de carrière. C'était un plan d'évasion. La prison de Goose Creek avait des murs invisibles, et je savais qu'il n'y avait qu'une seule façon de les escalader. Chaque matin, alors que la ville était encore enveloppée d'une brume grise et humide, je sortais courir. Ce n'était pas pour la forme physique. C'était pour fuir. Chaque pas lourd sur le trottoir était un pas de plus m'éloignant de cette maison. Ma chambre s'est transformée en un centre de commandement secret. Caché sous mon lit, se trouvaient des cartes que j'avais imprimées à la bibliothèque, des programmes d'entraînement gribouillés sur du papier de cahier, et des photos de femmes soldats découpées dans des magazines de l'armée. Elles étaient mes icônes, mes mentors imaginaires, me murmurant l'existence d'un monde où la force était un atout, et non une menace. Le jour où ma lettre d'acceptation est arrivée, elle m'a paru plus lourde qu'un simple bout de papier. C'était comme une clé, un passeport, une déclaration d'émancipation. Je l'ai cachée sous mon matelas, à l'endroit même où il avait trouvé mon journal. Cruz avait eu raison sur une chose, lorsqu'il m'avait un jour nargué, tu ne m'échapperas jamais. Mais, il n'avait pas compris. Je ne prévoyais pas seulement de fuir. Je prévoyais de me battre.
Si vous avez déjà eu un rêve secret que quelqu'un a essayé d'écraser, quelque chose qui n'appartenait qu'à vous, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous savez ce que l'on ressent quand on s'accroche à ce rêve malgré tout, commentez avec un seul mot, survivant. Voyons combien d'entre nous sont là. J'ai ouvert les yeux sur le plafond blanc et stérile, d'une chambre d'hôpital. L'odeur piquante des antiseptiques m'a brûlé les narines. Une douleur sourde et lancinante dans ma hanche m'a ramené au présent. Mon regard a dérivé vers la chaise, à côté de mon lit. Mon uniforme de cérémonie y était suspendu, nettoyé et repassé. C'était aussi une icône, le symbole non pas d'une évasion que j'avais planifiée, mais d'une vie pour laquelle je m'étais battu, et que j'avais gagnée. Les premières semaines à Fort Jackson ont été un enfer d'un genre particulier. Ce n'était pas l'enfer de la manipulation émotionnelle que j'avais connu. C'était un enfer pour les sens. L'air dans les casernes était épais, chargé de l'odeur de la sueur, du désinfectant à l'huile de pin, du cirage pour bottes, et des cris. Cela commençait avant l'aube, et ne se terminait que bien après le coucher du soleil. Les voix des sergents instructeurs étaient comme des perceuses forant dans votre crâne, conçues pour arracher votre identité, et vous reconstruire de zéro. Bouge-toi, Dixon. Ma grand-mère court plus vite que toi, et elle est morte. Chaque hurlement était un écho de Cruz. Chaque fois que mes bras cédaient pendant les pompes, mes poumons en feu, sa voix ricanante se glissait dans mon esprit. Pathétique. Chaque échec ressemblait à une confirmation de son verdict, long d'une vie, sur mon inutilité. Il y a eu des nuits, où je restais allongé sur ma couchette, une fine couverture de laine qui grattait tirée jusqu'au menton, le cadre métallique froid contre mon dos, et je fixais l'obscurité, me demandant s'il avait raison. Peut-être étais-je trop faible. Peut-être avais-je juste échangé une prison contre une autre, encore plus exigeante. Mais, lentement, à travers le brouillard de l'épuisement et du doute de soi, j'ai commencé à remarquer une différence cruciale. La cruauté de Cruz était pour sa propre satisfaction. Elle était conçue pour me briser, pour m'humilier et détruire mon esprit, pour son propre plaisir pervers. La dureté de l'armée, ai-je réalisé, avait un but. Elle était conçue pour construire, pas pour briser. Elle était destinée à me sauver la vie, et celle des soldats qui se tiendraient un jour à mes côtés. Quand j'échouais, les sergents instructeurs ne se contentaient pas de crier. Ils me faisaient recommencer, encore et encore et encore, jusqu'à ce que j'y arrive. Notre peloton était dirigé par le sergent instructeur Reyes, une femme qui mesurait à peine 1,50 m, mais qui portait l'autorité d'un géant. Un jour, après un exercice particulièrement épuisant, elle nous a rassemblés. Nous vous crions dessus, a-t-elle dit, la voix éraillée mais claire. Pour que, lorsque des balles siffleront au-dessus de vos têtes, vous puissiez toujours entendre nos ordres par-dessus votre propre peur. Ce n'était pas de la cruauté personnelle. C'était la préparation à la guerre. Pour la première fois, j'ai compris que la discipline pouvait être une forme d'attention. Cette prise de conscience s'est imposée à moi, lors d'un exercice sur le parcours d'obstacles. Je me hissais par-dessus un mur élevé, mes muscles hurlant de douleur, quand ma prise a glissé. J'ai atterri lourdement, mon bras se tordant sous moi avec un craquement écœurant. Une douleur aiguë et aveuglante m'a traversé l'épaule. Mais, l'agonie physique n'était rien, comparée à la vague de honte qui m'a envahi, lorsqu'un sergent instructeur est venu se planter devant mon visage. « Qu'est-ce que vous foutez, Dixon ? Vous avez un petit ami qui vous attend à la maison. » Les mots, bien qu'involontaires, ont été comme un couteau remué dans une vieille plaie. Il ne pouvait pas le savoir, mais il venait de faire écho à des années de moquerie de Cruz, selon lesquelles ma valeur était liée à un homme. Les larmes qui ont monté n'étaient pas dues à l'épaule luxée. C'étaient des larmes de pure humiliation. J'avais échoué publiquement, et je me sentais aussi inutile que sur le sol de ma salle à manger, à Goose Creek. La personne qui m'a sorti de cet endroit sombre n'était pas un officier, mais une autre recrue. Elle s'appelait Maria, une fille dure, qui connaissait la rue, originaire du Bronx, et qui disait rarement plus de 3 mots à la fois. Plus tard ce jour-là, au réfectoire, elle m'a vu assis seule, chipotant ma nourriture, le bras en écharpe. Elle s'est approchée, s'est assise en face de moi, et sans un mot, a fait glisser son plateau, avec son pot de crème au chocolat intact, de mon côté. « Mange », a-t-elle dit, la voix bourrue. « Tu en auras besoin pour demain. » Ce petit geste a fait ce qu'aucun hurlement n'aurait pu accomplir. Il a brisé le mur d'isolement que j'avais passé ma vie à construire. J'ai réalisé qu'ici, si je tombais, quelqu'un pourrait réellement m'aider à me relever.
Ils n'étaient pas seulement mes amis. Ils étaient mon peloton, mon escouade. C'était un lien forgé, non pas dans le sang, mais dans l'épreuve partagée, et il me paraissait plus fort que tout ce que j'avais jamais connu. Nous étions un rassemblement de morceaux brisés, venus de tout le pays, fondus ensemble et reforgés pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'incassable. Le véritable tournant, cependant, a eu lieu sur le stand de tir. Au début, le fusil me terrifiait. Chaque craquement sonore faisait écho à la violence que j'avais fui. Mes mains tremblaient. Mes premiers tirs ont complètement manqué la cible. Le sergent Reyes est arrivé derrière moi. Elle n'a pas crié. Elle a parlé d'une voix basse et calme, ajustant ma posture, repositionnant mes mains sur la crosse. « Ne vous battez pas contre l'arme, Dixon », a-t-elle dit, sa voix juste à côté de mon oreille. « Faites corps avec elle. Votre respiration, la pression sur la détente, le contrôle. C'est vous qui maîtrisez tout. » J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'image de Cruz et de son sourire suffisant se dissiper de mon esprit. Je me suis concentré sur la cible en papier au loin, sur la mécanique simple du fusil. Inspirez. Expirez. Pressez. Paf. Le fusil a reculé contre mon épaule. Un trou net est apparu au centre de la cible. Paf. Un autre juste à côté. Paf. Un troisième. Un petit groupement très serré. Une vague de quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant m'a submergé. Une combinaison puissante et excitante de puissance et de contrôle m'a traversé. À ce moment-là, je n'étais plus une victime de la violence. J'étais une personne qui tenait un outil puissant, et j'apprenais à le manier avec discipline, avec honneur, et avec un but. Ce sentiment de contrôle, je m'y suis accroché. Mais maintenant, allongé ici dans ce lit d'hôpital, avec une douleur sourde irradiant de la blessure par balle à la hanche, je ne peux m'empêcher de ressentir une ironie brutale. J'avais appris à maîtriser une arme avec honneur, seulement pour être abattu par le même type d'arme, manié par un homme qui n'en avait aucun. Les jours suivant ma sortie des soins intensifs ont été un flou monotone de murs blancs, d'odeurs d'antiseptiques, et de bips rythmiques de moniteurs. J'étais physiquement en sécurité, mais mon esprit était un champ de bataille. Un après-midi, alors que je fixais une tache d'eau au plafond, traçant sa forme des yeux, on a doucement frappé à la porte. Je m'attendais à une infirmière. Au lieu de cela, le général Robert Whittaker est entré. Il n'était pas dans son uniforme de cérémonie décoré. Il portait un simple polo bleu marine et un pantalon kaki, ressemblant davantage à un grand-père en visite, qu'à un général 4 étoiles. Dans une main, il tenait un gobelet en carton fumant, venant de la cafétéria de l'hôpital. Je me suis dit que vous pourriez utiliser quelque chose de meilleur, que l'acide de batterie qu'il serve à cet étage, a-t-il dit, la voix calme et posée. Mon entraînement a pris le dessus. J'ai maladroitement essayé de m'asseoir pour faire un salut, mon corps protestant par une douleur aiguë dans la hanche. Il a levé la main instantanément, m'arrêtant. Repos, sergent. C'est un ordre. Sa présence a rempli la pièce, non pas avec le poids de l'autorité auquel j'étais habitué, mais avec une assurance calme et solide. Il a tiré la chaise visiteur, le vinyle soupirant sous son poids. Il ne me voyait pas seulement comme une soldate qui avait été attaquée. Il me voyait comme l'un de ses soldats, attaqué sur sa base, et il prenait cela personnellement. Nous avons parlé pendant ce qui a semblé être des heures. Il n'a posé aucune question sur la fusillade, sur Cruz, ou sur le chaos du terrain de parade. Au lieu de cela, il a posé des questions sur moi. Il m'a interrogé sur ma mission en Afghanistan, sur les soldats de mon unité, sur mes ambitions pour l'avenir. Il a posé des questions sur le sergent instructeur Reyes, et sur ce qu'elle m'avait appris. Pour la première fois de ma vie, je parlais à un homme de pouvoir, sans ressentir le besoin constant de me défendre, de me préparer au prochain coup verbal. Les mots sortaient tout seuls. Je lui ai parlé du courage de Maria, venue du Bronx. Du moment sur le stand de tir, où j'ai réalisé que j'étais à ma place. De l'alchimie étrange et puissante, qui transforme un groupe d'étrangers en une famille. Il a écouté, véritablement écouté, avec une intensité qui m'a donné le sentiment d'être vu. Il hochait la tête, les yeux pensifs, et j'y ai vu une compréhension sincère, que je n'avais jamais connue. À un moment donné, j'ai hésité, ma voix se brisant. C'est juste que... Je me sens tellement honteuse, ai-je avoué, les mots ayant le goût du poison. Comme si, d'une certaine manière,
le fait de me faire tirer dessus était de ma faute. Le général Whittaker s'est légèrement penché en avant. Son expression était sévère, mais ses yeux étaient remplis d'une compassion féroce. « Sergent » a-t-il dit, d'une voix basse et ferme. « Le seul qui devrait ressentir de la honte, c'est le lâche qui attaque un soldat désarmé. Vous ne devez jamais, au grand jamais, porter la honte de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre fardeau. » Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Il ne faisait pas que m'absoudre. Il m'armait. Après un long silence, il a ajouté doucement, « Votre père aurait été fier. » C'était ça. C'était la phrase qui a fait céder le barrage. Un mur que j'avais passé 20 ans à construire, brique douloureuse après brique, s'est effondré en poussière. Un sanglot a déchiré ma poitrine, à vif et rauque. Les larmes que j'avais refusé de verser pendant 2 décennies. Pour le volcan brisé, la robe en lambeaux, le chiot abandonné, le journal intime volé, elles sont toutes sorties en même temps. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait été si désespérément seule. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti faible de le faire. Quelques jours plus tard, sa femme, Eleanor, est venue me rendre visite. Elle était bénévole à l'hôpital, une femme aux yeux bons, et à la chaleur qui semblait rayonner d'elle. Elle portait un panier tressé, qui sentait la maison. À l'intérieur, il y avait un thermos de soupe au poulet et aux nouilles faites maison, encore chaude, et un exemplaire de poche bien usé des pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Elle ne s'est pas montrée indiscrète et n'a pas sorti de platitude. Elle s'est simplement assise sur la chaise près de mon lit, sortant une paire d'aiguilles à tricoter et une pelote de fil gris doux, et elle a parlé. Elle m'a raconté des histoires drôles sur le général, quand il était un jeune lieutenant. Comment il a un jour essayé de cuisiner le repas de Thanksgiving, et a failli incendier leur cuisine. Sa présence était comme une couverture chaude. Robert m'a dit que vous étiez l'un des soldats les plus courageux qu'il ait jamais rencontrés, a-t-elle dit, ses aiguilles cliquetant doucement. Mais, vous devez aussi savoir qu'ici, on a le droit d'être faible. La guérison exige du repos, pas seulement de la résilience. Ce soir-là, en mangeant sa soupe, le bouillon riche et les légumes tendres étant à des années-lumière de la nourriture fade de l'hôpital, j'ai compris quel était ce sentiment. C'était le sentiment de la famille. Non pas la version tordue et conditionnelle avec laquelle j'avais grandi, mais une vraie famille, bâtie sur les fondations d'une simple gentillesse et d'un respect mutuel. Avant que le général Whittaker ne soit réaffecté, il est venu me voir une dernière fois. Il se tenait près de mon lit, la posture droite, le regard direct. Cruz Mayo a construit une forteresse de mensonges autour de lui à Goose Creek, a-t-il dit, la voix teintée d'une froide détermination. Il a convaincu toute une ville qu'il était un saint. Mais, il a fait une erreur fatale. Il a amené la guerre sur mon territoire. Il a posé doucement une main sur mon épaule. Dans l'armée, nous avons un credo. Nous ne laissons jamais un soldat derrière nous. Vous ne mènerez pas cette bataille toute seule. Ce n'était pas seulement une phrase réconfortante. C'était un serment solennel. J'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai su, avec une certitude qui s'est ancrée au plus profond de mes os, que pour la première fois de ma vie, un homme véritablement puissant était de mon côté. L'espoir, un sentiment que j'avais presque oublié, a commencé à vaciller pour reprendre vie en moi. La vérité est votre arme la plus puissante, sergent, a-t-il dit en partant. Ne laissez personne vous la prendre. Après son départ, la pièce a semblé calme, mais plus vide. J'ai senti une once de force me revenir. J'ai tendu la main vers la télécommande, et j'ai allumé la petite télévision fixée au mur. Une chaîne d'information locale était diffusée, et mon cœur s'est arrêté. Sur l'écran se trouvait un homme à l'allure lisse et confiante, dans un costume coûteux. Le bandeau l'identifiait comme Daniel Finch, l'avocat de Cruz Mayo. Il se tenait sur les marches du palais de justice, parlant dans une grappe de micro. Point un conflit familial tragique, disait l'avocat, le visage masqué par une feinte inquiétude. Monsieur Mayo est un beau-père aimant, qui a été poussé à bout par une jeune femme profondément perturbée, souffrant d'un grave syndrome de stress post-traumatique lié au combat. La première balle avait déchiré ma chair. La seconde, tirée depuis 1 million d'écrans de télévision, visait directement mon âme. Je suis resté figé sur le lit d'hôpital. La télécommande serrée dans ma main, regardant mon histoire être volée, déformée, et utilisée comme arme contre moi. L'avocat, Daniel Finch, était habile. Il avait un sourire de politicien, et des yeux dépourvus de chaleur.
Il s'est tenu sur ces marches du palais de justice, et a tissé le récit magistral d'un beau-père dévoué, pilier de la communauté, poussé à commettre un acte désespéré. Monsieur Maillot, a déclaré Finch, sa voix dégoulinante d'une sympathie étudiée, craignait pour sa vie. Il faisait face à une belle fille dont le grave trouble de stress post-traumatique la rendait instable, et tragiquement, un danger pour elle-même et pour les autres. Une chaîne d'information, une de ces chaînes en continu qui se nourrissent des conflits, a coupé l'image pour montrer un panel d'experts. Un psychologue, qui ne m'avait jamais rencontré, a posé un diagnostic à la télévision nationale. Un commentateur politique a débattu de l'image renvoyée par la situation. Ils ont même montré la photo, le cliché du salut sanglant récompensé par un prix Pulitzer, mais ils n'ont pas qualifié cela d'acte de courage. Ils ont appelé cela, comme Finch l'avait suggéré, un geste théâtral pour attirer l'attention. Une vague de nausée m'a envahi. J'ai senti l'espoir, que le général Whittaker m'avait donné, commencer à tourner en une rage familière et impuissante. Ils ne racontaient pas seulement des mensonges. Ils effaçaient ma vérité. Et puis c'est devenu pire, bien pire. La station de nouvelles locales de Charleston a commencé à diffuser des interviews de mon ancien quartier de Goose Creek. Ils étaient les marionnettes de Cruz, dont il tirait les ficelles, après des années de charme calculé. Il y avait Madame Henderson, de l'autre côté de la rue, la femme qui me donnait des cookies aux pépites de chocolat fraîchement sortis du four quand j'étais enfant. Elle a regardé la caméra, le visage masqué par l'inquiétude, et a déclaré, « Cruz est un homme merveilleux, un saint, vraiment. Il a tellement supporté avec cette fille. Tellement supporté ?» Mon esprit hurlait. Il a supporté que je gagne une expo-science. Il a supporté que je sois invité à un bal. Ensuite, ils ont montré Monsieur Miller, l'homme qui avait l'habitude de tondre notre pelouse. Il hochait la tête sagement, comme s'il possédait une profonde perspicacité. Elle a toujours eu un regard sauvage. Pas toute sa tête, vous savez. Ces gens m'avaient vu grandir. Ils m'avaient vu tondre la pelouse, porter les courses, marcher jusqu'au bus scolaire, mais ils n'avaient vu que ce que Cruz avait voulu qu'ils voient. Le masque du père de famille parfait, et de l'enfant maussade et difficile, qu'il devait gérer. Cruz n'avait pas seulement manipulé ma mère. Il avait manipulé toute une communauté. Et ces mensonges, répétés assez souvent, étaient devenus leur vérité. Le poison a commencé à se répandre en ligne. J'ai fait l'erreur de regarder la section des commentaires sur un article de presse. Les mots étaient un barrage de cruauté anonyme. Elle l'a probablement provoqué. Elle a le profil. Les vrais soldats ne pleurent pas, et ne font pas de drame. C'est un coup monté pour devenir célèbre et empocher un gros chèque. Typique de ces vétérans qui reviennent tout bousillés, et qui attendent la charité. Les graines du doute étaient semées, et elles prenaient racine. L'atmosphère dans l'hôpital a commencé à changer. Les infirmières, qui avaient été si gentilles, me regardaient maintenant avec une lueur nouvelle dans les yeux, un mélange de pitié et de suspicion. Leurs sourires sont devenus un peu plus crispés, leurs conversations un peu plus courtes. J'ai senti les murs de ma chambre se refermer sur moi. Ce même isolement suffocant, que j'avais ressenti dans ma chambre d'enfant. Cruz, même depuis une cellule de prison, pouvait encore étendre ses tentacules toxiques pour m'emprisonner. L'espoir que j'avais ressenti quelques heures auparavant, me semblait maintenant être un rêve lointain et insensé. J'étais de nouveau seul. Juste au moment où le désespoir était sur le point de m'engloutir tout entière, un autre type de diffusion a interrompu le bruit. Ce n'était pas un talk-show. C'était une conférence de presse officielle, en direct de la base interarmée de Charleston. La toile de fond était une rangée de drapeaux américains impeccables. Au pupitre se tenait le général Robert Whittaker. Il portait son uniforme complet de classe A, sa poitrine témoignant d'une vie entière de service. Ses 4 étoiles brillaient sur ses épaules. Il ne ressemblait pas à un homme venant participer à un débat. Il ressemblait à un commandant prenant le contrôle d'un champ de bataille. La salle, remplie de journalistes, est devenue silencieuse lorsqu'il s'est approché du micro. Il l'a ajusté, ses mouvements précis et délibérés. Je vais le dire une fois, et je vais le dire clairement, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une autorité qui tranchait à travers tout le brouhaha médiatique. Il n'y avait pas de place pour l'interprétation. J'étais là. J'ai été le témoin d'un acte lâche de violence, commis contre une héroïne américaine, le jour où elle était honorée pour son service à la nation. Il a fait une pause, laissant ses paroles pénétrer,
son regard balayant les journalistes. Le salut, fait par le sergent Caitlin Dixon, alors qu'elle saignait d'une blessure par balle, n'était pas une performance théâtrale. Ce n'était pas une façon d'attirer l'attention. C'était la définition même de l'honneur. C'était l'incarnation de la discipline et du courage. Que nous inculquons à chaque soldat qui porte cet uniforme. Il ne faisait pas que me défendre. Il utilisait tout le poids et la dignité de l'armée des États-Unis, comme mon bouclier. Il disait au monde entier qu'une attaque contre moi, était une attaque contre l'institution qu'il représentait. Le sergent Dixon fait honneur à cette armée, et à ce pays, a-t-il conclu d'une voix d'acier. Toute suggestion contraire, est un mensonge méprisable. Nous nous assurons que justice soit rendue. Nous n'abandonnons pas les nôtres. Il n'a pris aucune question. Il n'en avait pas besoin. Il s'est simplement retourné, le visage masqué d'une froide fureur, et a quitté l'estrade. J'ai fixé la télévision, le souffle coupé. La vague de l'opinion publique, qui m'avait semblé être un tsunami sur le point de me noyer, venait de percuter une digue. La marée commençait à s'inverser. J'ai lentement tendu la main, et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de la télécommande. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage fatigué et pâle. Il pouvait avoir les écrans de télévision. Il pouvait avoir les voisins. Mais il n'aurait pas ma vérité. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration tremblante, et une résolution froide et dure s'est installée dans mon âme. Il n'allait pas gagner. Le procès fut la dernière scène de Cruz, et il a joué son rôle à la perfection. Vêtu d'un costume gris anthracite coûteux, il ressemblait moins à un homme jugé pour tentative de meurtre, qu'à un homme d'affaires respecté, qui se serait trompé de chemin en allant à une réunion du conseil d'administration. Son avocat, Daniel Finch, était tout aussi soigné, faisant parader les visages familiers de Goose Creek à la barre des témoins. Un par un, ils ont répété les mensonges bien répétés. Madame Henderson, Monsieur Miller. Ils ont dépeint le portrait d'une enfant difficile et troublée, et du beau-père patient et résigné, qui avait fait de son mieux. J'étais assise à la table de l'accusation, les mains serrées en poing sur mes genoux, sentant les murs de la salle d'audience se refermer sur moi. C'était le procès de la télévision qui recommençait, seulement cette fois, la diffamation se passait à quelques mètres de moi. Je pouvais voir la satisfaction suffisante dans les yeux de Cruz. Un regard qui disait, tu vois? Mon monde, mes règles. Pendant une courte suspension d'audience, juste avant que l'accusation ne s'apprête à appeler son prochain témoin, j'ai senti un nœud d'angoisse se serrer dans mon estomac. Je savais qui allait suivre. J'ai sorti l'exemplaire usé des pensées pour moi-même qu'Eleanor m'avait donné, et j'ai trouvé la ligne que j'avais soulignée, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage, un bouclier de dignité contre les mensonges qui allaient suivre. L'accusation appelle Margaret Dixon à la barre. Un silence de mort est tombé sur la salle d'audience. Ma mère. Elle a semblé rétrécir en marchant vers la barre des témoins. Une petite figure fragile, dans un gilet beige qui semblait trop grand pour elle. Elle a prêté serment, sa voix n'étant qu'un murmure. Lorsque le procureur a commencé ses questions, elle a gardé les yeux baissés, ses réponses bredouillées et brèves. Elle évitait de me regarder, et elle évitait de regarder Cruz. Puis, ce fut au tour de Finch de la contre-interroger. Il l'a approchée non pas avec agressivité, mais avec une douceur prédatrice et écœurante. Madame Dixon, a-t-il commencé, la voix douce. Vous aimez votre fille, n'est-ce pas? Oui, a murmuré ma mère, les yeux fixés sur ses mains. Bien sûr que oui, a roucoulé Finch. Alors, pouvez-vous dire au jury, pourquoi vous resteriez là sans rien faire, et lui permettriez d'inventer des histoires aussi horribles sur votre mari, un homme bon, qui a subvenu à vos besoins à toutes les deux? Ma mère a tressailli comme si on l'avait frappée. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Je pouvais la voir battre en retraite, se replier sur elle-même, redevenir cette même femme silencieuse et vaincue, qui s'était détournée de moi dans les escaliers toutes ces années auparavant. J'ai pensé, c'est ça. Elle va craquer. Elle va de nouveau choisir le silence. Finch a senti son avantage, et a avancé pour porter le coup de grâce. Il s'est penché en avant, d'un air complice. Madame Dixon, n'est-il pas vrai que vous étiez peut-être un peu jalouse de l'attention que votre mari, Monsieur Maillot, portait à votre fille? La question était un chef-d'œuvre de cruauté, conçu pour tout empoisonner.
Cela sous-entendait quelque chose de malsain et de tordu, tout en peignant ma mère comme une femme mesquine et jalouse. L'air a été aspiré hors de la pièce. J'ai senti le sang quitter mon visage. La douleur de cette ultime humiliation publique. Mais alors, quelque chose s'est produit. Quelque chose que j'avais cessé d'espérer depuis des décennies. Alors que Finch se tenait en retrait, attendant qu'elle s'effondre, ma mère a lentement levé la tête. Pour la première fois, elle a regardé directement Cruz, et dans ses yeux, la peur qui y avait vécu pendant 20 ans avait disparu, remplacée par une douleur profonde et ardente. « Ce n'est pas un homme bon », a-t-elle dit. Sa voix n'était plus un murmure. Elle était claire. Elle était assurée. Toute la salle d'audience s'est figée. C'est un monstre. Le sourire de Finch a vacillé. Votre honneur, objection. Mais ma mère a continué à parler, sa voix gagnant en force à chaque mot. Il l'a frappée quand elle a reçu un prix à l'expo-science de l'école. Il a accidentellement cassé son projet. Quand elle a été invitée à son premier bal, il a pris des ciseaux et a déchiqueté sa robe. Parce qu'il a dit qu'elle était trop révélatrice. Il a trouvé un chiot errant dont elle s'occupait et s'en est débarrassé, puis lui a dit, « Les choses faibles n'ont pas leur place dans cette maison. » Elle a fait une pause, reprenant son souffle, son regard ne quittant jamais le visage abasourdi de Cruz. Il a pris un couteau de cuisine et a poignardé son ballon de basket, parce qu'elle était rentrée en retard. Et moi. Je suis resté là, et j'ai regardé. Sa voix s'est brisée un instant, lourde de honte. J'ai été lâche. J'étais trop faible, et j'avais trop peur pour l'arrêter. Mais, je ne serai plus faible. Finalement, elle s'est détournée de Cruz et a regardé les 12 inconnus du jury, les larmes coulant sur son visage, mais son regard était résolu. Tout ce que ma fille a jamais fait, c'était d'essayer de survivre à l'homme que j'avais fait entrer dans sa vie. Elle s'est engagée dans l'armée pour fuir cette maison, pour devenir quelqu'un dont elle pourrait être fière. Et le jour de sa plus grande réussite, le jour où elle a enfin réussi. Cet homme, elle a pointé un doigt tremblant vers Cruz, a essayé de lui prendre ça aussi. Le barrage du sang-froid de Cruz a volé en éclats. Son masque d'homme d'affaires calme et respectable s'est désintégré, révélant la bête enragée qui se cachait en dessous. « Tu mens » a-t-il rugi, en bondissant sur ses pieds. « Tu n'es qu'une menteuse. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné à toutes les deux. Vous me devez tout. » C'était la rage narcissique à l'état pur, sans filtre. Les agents de sécurité du tribunal, les huissiers, lui sont tombés dessus en une seconde, luttant pour le maîtriser alors qu'il se débattait et hurlait des obscénités. Le jury regardait, les visages mêlant le choc au dégoût. Il avait fait ce que nous n'aurions jamais pu faire. Il leur avait montré exactement qui il était. Au milieu du chaos, alors que Cruz était maîtrisé et évacué de la salle d'audience, ma mère et moi avons échangé un regard. Aucun mot n'était nécessaire. Dans ce simple instant de silence, un pont a été jeté par-dessus un gouffre de 20 ans de douleur et de non-dit. Ce n'était pas encore le pardon, pas tout à fait. C'était quelque chose de plus fondamental. C'était de la compréhension. Ce moment où une mère choisit enfin, oui enfin, son enfant. C'est une chose puissante. Si vous avez déjà souhaité une seule fois qu'un membre de votre famille prenne votre défense au moment le plus crucial, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous vous sentez à l'aise, commentez simplement « Je comprends » aussi dessous. Alors que les lourdes portes de la salle d'audience se refermaient derrière un Cruz qui hurlait toujours, il a réussi à tourner la tête une dernière fois. Ses yeux, fous de haine, ont trouvé les miens. « Tu m'as tout pris » a-t-il craché. J'ai soutenu son regard et, pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur. Seulement une clarté froide et calme. « Tu n'as jamais rien eu qui t'appartienne vraiment, pour commencer » ai-je dit, ma voix trop basse pour que quiconque d'autre que moi puisse l'entendre. Le chaos, provoqué par le témoignage de ma mère et la crise de Cruz qui s'en est suivie, a laissé un silence assourdissant dans la salle d'audience. Il était parti, mais sa rage semblait toujours tacher l'air. Le jury avait l'air ébranlé, les yeux écarquillés. Finch, l'avocat de Cruz, était pâle, sa confiance lisse s'étant enfin brisée. C'était un homme qui avait perdu le contrôle de sa propre mise en scène. J'ai senti la main de ma mère trouver la mienne sous la table, et la serrer. Pendant un moment, nous avons simplement respiré. Le procureur, un homme calme et méthodique nommé Monsieur Davis, a laissé le silence s'éterniser encore un peu,
permettant au jury d'absorber pleinement la vérité brute et affreuse, dont il venait d'être témoin. Puis, il s'est levé. « Votre honneur » a dit Davis, sa voix tranchant nettement à travers la tension. « Avant que je n'appelle mon dernier témoin, l'accusation souhaite diffuser un court extrait vidéo pour la cour. Pièce à conviction C, les lumières de la salle d'audience se sont légèrement tamisées, et un grand écran est descendu du plafond. Les images provenaient de la couverture médiatique de la cérémonie de remise des médailles. Elles tremblaient au début, puis se sont stabilisées. J'étais là, debout sur l'estrade, une soldate fière. Puis, la scène s'est dissoute dans le chaos. Le son était étouffé, mais on pouvait voir la séquence des événements avec une clarté glaçante. Cruz se levant, le reflet du métal, la façon dont mon corps a été projeté en arrière, la tache pourpre s'étalant sur mon uniforme. La caméra a fait un gros plan sur mon visage, contorsionné par la douleur, et puis, elle a capturé le moment. Le moment où j'ai serré les dents, forcé mon corps à se redresser, et porté la main à mon front, dans un salut lent et délibéré, alors que le sang coulait le long de mon flanc. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le seul son était le bourdonnement discret du projecteur. Monsieur Davis a laissé l'image se graver dans l'esprit du jury, avant de reprendre la parole. L'accusation appelle le général Robert Whittaker à la barre. Si l'entrée de ma mère avait provoqué le silence, le nom du général a commandé une vague de silence respectueux. L'énergie dans la pièce a changé instantanément. Il ne s'agissait plus d'un conflit familial sordide. C'était une question d'honneur militaire. Il est entré par une porte latérale, et chaque personne dans cette salle d'audience, y compris le juge, a semblé se tenir un peu plus droit. Il portait son uniforme de service complet, la veste d'un bleu profond immaculé, les rangées de rubans et de médailles sur sa poitrine racontant l'histoire de 40 années de carrière. Chacune représentait une affectation, un acte de bravoure, une vie de service. Il n'a pas simplement marché jusqu'à la barre. Il a avancé à grands pas, sa posture rayonnant d'une autorité calme et absolue. Il s'est assis, non pas avec la lassitude d'un homme dans la soixantaine, mais avec l'immobilité concentrée d'un commandant sur un champ de bataille. Monsieur Davis s'est approché respectueusement. « Général, pourriez-vous dire au jury, avec vos propres mots, ce dont vous avez été témoin, le jour de la cérémonie de remise des prix, à la base interarmée de Charleston ?» Le général Whittaker n'a pas raconté une histoire. Il a livré un rapport, sa voix claire, précise, et dénuée d'émotion. C'était la voix d'un homme habitué à traiter des faits. À 14h32, a-t-il commencé, j'ai remis la médaille de l'armée au sergent Caitlin Dixon, pour ses services méritoires en Afghanistan. À environ 14h33, l'accusé, Monsieur Cruz Mayo, s'est levé de son siège dans le public, a sorti un revolver de calibre 38, et a tiré un seul coup, frappant le sergent Dixon à la hanche gauche. Chaque mot était un coup de marteau factuel. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune place pour l'interprétation. C'était un général 4 étoiles. Sa parole faisait office de preuve. Le jury écoutait, captivé. Davis a poursuivi, « Général, la défense a qualifié de théâtral le salut du sergent Dixon après avoir été abattu. En tant qu'officier commandant et témoin, comment le décririez-vous » Ce fut le moment où le général Whittaker a légèrement changé de position, tournant son corps pour faire face directement au jury, indiquant clairement que ses prochains mots s'adressaient à eux, et à eux seuls. En plus de 40 ans de service, a-t-il dit, sa voix résonnant maintenant d'une puissance profonde et calme. J'ai été témoin du courage sous bien des formes. J'ai vu des soldats courir sous le feu ennemi pour sauver un camarade tombé. J'ai vu des pilotes maintenir leur avion endommagé pour que leur équipage puisse sauter. J'ai vu des médecins accomplir leur devoir dans les conditions les plus horribles imaginables. Il a fait une pause, laissant le poids de son expérience remplir la pièce. Et ce jour-là, j'ai vu un sergent de l'armée des États-Unis, après avoir été abattu et grièvement blessé par un membre de sa propre famille, choisir d'ignorer sa douleur, d'ignorer sa peur, et d'accomplir son devoir en rendant un salut réglementaire. Ce n'était pas du théâtre. Mesdames et messieurs, c'était l'essence même d'un soldat. C'était l'honneur dans sa forme la plus pure. Un sanglot discret s'est échappé des lèvres de ma mère, à côté de moi. J'ai senti une unique larme tracer son chemin sur ma propre joue. Finch, visiblement ébranlé, savait qu'il devait tenter quelque chose. Il s'est levé, forçant un ton assuré. « Général, avec tout le respect que je vous dois,
vous avez pris un intérêt personnel dans le cas du sergent Dixon, n'est-ce pas? Est-il possible que vos sentiments personnels pour le sergent aient obscurci votre jugement? La question était une manœuvre désespérée et visqueuse, et elle est restée suspendue dans l'air comme une mauvaise odeur. Le général Whittaker a lentement tourné la tête, et a fixé Finch avec un regard de pure glace. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Maître, a déclaré le général, sa voix dangereusement basse et froide comme l'acier. Mon jugement a été forgé sur les champs de bataille d'Irak et d'Afghanistan. C'est sur un champ de bataille que vous apprenez très vite à faire la distinction entre le courage et la lâcheté. Et ce jour-là à Charleston, j'ai vu les deux. C'était le coup de grâce. Le visage de Finch est devenu livide. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'avait plus rien. Il était désarmé, vaincu. Il a marmonné, pas d'autre question, votre honneur. Le regard du général Whittaker est resté sur le jury. Il n'a pas regardé l'avocat. Il n'a pas regardé le juge. Il a regardé les 12 citoyens ordinaires, qui tenaient mon avenir entre leurs mains. Le jury a-t-il des questions à me poser, a-t-il demandé, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Silence. Un silence total et stupéfait. Personne n'a bougé. La partie d'échecs était terminée. Échec et mat. Et tous ceux présents dans cette pièce savaient qui avait gagné. Le juge s'est raclé la gorge. Vous pouvez vous retirer, général. Le général Whittaker s'est levé. Il est passé devant la table de la défense sans un regard. Il est passé devant la table de l'accusation, et pendant une fraction de seconde, il a fait une pause. Il a baissé les yeux vers moi, et son expression sévère s'est adoucie, juste assez pour que je puisse le voir. Il m'a fait un seul signe de tête, bref et presque imperceptible. Ce n'était pas un geste de pitié ou de réconfort. C'était un geste de reconnaissance, un signe qui disait « Mission accomplie, sergent ». Les heures passées par le jury à délibérer m'ont semblé plus longues que toute ma mission en Afghanistan. Nous étions assis dans une petite salle d'attente stérile, au bout du couloir du tribunal. Ma mère, le général Whittaker, Eleanor, et moi. Personne ne parlait. Les seuls bruits étaient le faible bourdonnement des néons au plafond, et le tic-tac rythmique et lointain d'une horloge au mur. Chaque tic-tac était comme un minuscule marteau, frappant sur l'enclume du suspense. L'air était épais d'espoirs inexprimés et de peurs indicibles. Ce n'était pas seulement l'attente d'un verdict. C'était l'attente de voir toute une vie de douleur validée ou rejetée. Ma réalité entière était entre les mains de 12 étrangers que je ne connaîtrais jamais. 12 personnes qui devaient décider quelle histoire croire. Étais-je une soldate décorée, attaquée dans un moment de triomphe, ou une vétérane perturbée qui avait provoqué un homme désespéré? La vérité, que j'avais payée de mon propre sang, était-elle assez lourde pour faire pencher la balance de la justice? J'ai regardé les mains de ma mère, qui tremblaient sur ses genoux. Sans réfléchir, j'ai tendu la main, et j'ai posé la mienne sur la sienne. Sa peau était froide, mais elle a refermé ses doigts sur les miens. Une reconnaissance silencieuse que, quoi qu'il arrive ensuite, nous n'étions plus dans des camps opposés, au sein d'une guerre silencieuse. Nous étions ensemble dans cette épreuve. Ce petit geste de connexion était la seule encre que j'avais, dans un océan d'incertitude. La porte s'est ouverte et un huissier a passé la tête. Ils sont prêts, a-t-il dit, d'une voix neutre. Le retour dans la salle d'audience fut la plus longue marche de ma vie. Chaque pas résonnait. Le jury est entré à la file indienne, les visages aussi vides et illisibles que la pierre. Ils ont pris place. Aucun d'eux ne m'a regardé, aucun d'eux n'a regardé Cruz. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, tel un oiseau pris au piège. J'ai fixé mes yeux sur le président du jury, un homme d'âge moyen au regard bienveillant, qui travaillait comme professeur d'histoire au lycée. Il tenait une simple feuille de papier pliée. Ma vie entière semblait être écrite sur ce papier. Il l'a tendu au greffier, qui l'a remise au juge. Le juge l'a lu, son expression impassible, puis l'a rendue. « Monsieur le Président », a dit le juge, sa voix retentissant dans la salle silencieuse. Le jury a-t-il rendu un verdict? Oui, votre honneur, a répondu le président, d'une voix ferme. En parlant, il a brièvement croisé mon regard, et l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose. Un petit hochement de tête, presque imperceptible. C'était un geste infime, une lueur d'humanité, mais qui m'a traversé comme une décharge électrique.
Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre, a poursuivi le juge. Comment jugez-vous l'accusé, Cruz Mayo? Un silence assourdissant. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai retenu mon souffle. Le président du jury a regardé directement l'homme qui m'avait tourmenté pendant 2 décennies. Coupable. Le mot n'était pas un cri. C'était un fait silencieux, solide, inamovible, qui a atterri au centre de la salle d'audience, et a tout changé. Une vague de soulagement si puissante, qu'elle a failli me faire plier les genoux, m'a envahi. Je n'ai pas exulté. J'ai simplement fermé les yeux, alors qu'une seule larme brûlante s'échappait et roulait sur ma joue. À côté de moi, ma mère a laissé échapper un sanglot étouffé, mais c'était un cri de libération. C'était le bruit d'un barrage qui cède, après 20 ans à retenir une inondation. Le mot « coupable » était un antidote, une dose unique de vérité, qui commençait à neutraliser toute une vie de poison. De l'autre côté de la pièce, Cruz s'est effondré. Pas physiquement, mais son être tout entier a semblé imploser. La confiance arrogante, le sourire condescendant, tout a disparu. Non, a-t-il murmuré, en secouant la tête, incrédule. Il s'est tourné vers son avocat, sa voix n'étant plus qu'un râle dur et désespéré, assez fort pour que nous l'entendions. Faites quelque chose. C'est de votre faute. Vous m'aviez dit que ça marcherait. Et puis, le dernier masque est tombé. Le monstre était lâché. Non, a-t-il hurlé, un cri primitif de fureur narcissique. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je leur ai tout donné. Il s'est jeté en avant, mais les huissiers étaient déjà sur lui plaquant les bras dans le dos, lui passant les menottes au poignet. Il se débattait comme un animal sauvage, le visage violet de rage. Elles me doivent tout. Vous m'entendez? Vous me devez toutes les deux tout. Le jury regardait, horrifié. C'était là le vrai Cruz Mayo. Dépouillé de son costume de prix et de ses mensonges charmants. Un tyran pathétique et enragé, qui croyait que le monde lui devait tout, et qui ne pouvait comprendre une réalité où il devait rendre des comptes. Alors qu'il le traînait hors de la salle, il hurlait encore, sa voix résonnant dans le couloir de marbre. Le son s'est évanoui, remplacé une fois de plus par le profond silence de la salle d'audience. La guerre était finie. Franchir les portes du palais de justice fut comme entrer dans un autre monde. L'atmosphère lourde et feutrée du procès a été remplacée par le soleil éclatant de la Caroline et un rugissement d'applaudissements. Une foule s'était rassemblée sur les marches. Des soutiens, des vétérans, des inconnus qui avaient suivi mon histoire. Ils ont acclamé lorsqu'ils m'ont vu. Les flashs des caméras crépitaient comme des stroboscopes. Le général Whittaker a posé une main ferme et protectrice sur mon épaule, tandis que ma mère tenait ma main fermement, sa poigne inébranlable. À travers la mer de visages, je les ai vus. Un groupe d'une douzaine de femmes, toutes portant des casquettes et des vestes les identifiant comme des vétérans de l'armée. Elles tenaient une grande banderole peinte à la main. On pouvait y lire « SGT Dixon ». Honneur, courage, résilience. En voyant cette pancarte, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon histoire. C'était devenu un symbole, pour d'autres qui avaient mené leur propre guerre silencieuse. Une journaliste m'a tendu un micro sous le nez. « Sergent, comment vous sentez-vous en ce moment » a-t-elle crié pour couvrir le bruit. J'ai regardé au-delà d'elle, vers les femmes tenant la banderole, vers les visages pleins d'espoir dans la foule, vers ma mère et les Whittaker debout à mes côtés, ma famille. La bataille judiciaire était terminée, mais je savais qu'un autre voyage venait tout juste de commencer. Aujourd'hui, ai-je dit, ma voix claire et assurée, amplifiée par une douzaine de micros. Je me sens libre. Dans les jours qui ont suivi le verdict, l'adrénaline de la victoire s'est estompée, laissant derrière elle un épuisement sourd et creux. Les journalistes ont fini par remballer leur fourgon. Les appels téléphoniques de soutien se sont espacés, et le monde est passé au gros titre suivant. Je suis retourné dans mon petit appartement calme, près de la base, et le silence était assourdissant. Il n'y avait plus d'appels d'avocats, plus d'alerte d'actualité. Il n'y avait plus que moi, ces 4 murs, et les fantômes du passé. La cicatrice sur ma hanche guérissait. Une ligne rouge, plissée et cruelle, qui servait de rappel physique constant. Mais, j'ai vite appris que les blessures externes sont les plus faciles. Les blessures internes, celles gravées dans votre âme pendant 2 décennies, ne se referment pas si proprement. J'ai découvert que gagner dans une salle d'audience, ce n'est pas la même chose que gagner la guerre, à l'intérieur de sa propre tête.
La voix de Cruz, ce murmure condescendant et critique, était un membre fantôme. Je pouvais encore en ressentir l'écho, qui refaisait surface dans les moments de grand calme, me disant que j'étais une moins que rien, que je n'étais rien sans lui contre qui me battre. Ma relation avec ma mère, Margaret, a recommencé avec les pas maladroits et hésitants, de deux étrangères apprenant à marcher ensemble. Nous avons commencé à faire de longues promenades silencieuses sur les rives de la rivière Cooper. L'air chaud et humide était lourd de non-dits. Nous parlions de tout et de rien. De la météo, d'une nouvelle recette qu'elle avait essayée, d'une émission qu'elle regardait à la télé. Nous contournions toutes les deux, prudemment et douloureusement, le gigantesque éléphant invisible dans la pièce, ses 20 années de silence. Puis, un après-midi, alors que nous regardions le soleil scintiller sur l'eau, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une onde si profonde, qu'elle en était douloureuse à voir. « Caitlin » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée. J'ai été lâche. » La version plus jeune de moi-même, la petite fille qui avait pleuré dans les escaliers, voulait dire « Ce n'est rien, maman. » Pour arrondir les angles, pour qu'elle se sente mieux. Mais cela aurait été un mensonge, une nouvelle couche de silence sur la vérité. Alors, à la place, je lui ai dit la vérité. « Oui, ai-je dit doucement, la voix claire. Tu l'as été. Et ça m'a fait plus de mal que tout ce que lui a jamais pu faire. » Elle a tressailli, et des larmes lui sont montées aux yeux, mais elle a hoché la tête, acceptant la chose. Mais j'ai continué, en lui prenant la main. « Tu as dit la vérité, au moment où ça comptait le plus. Tu t'es levé. Et pour moi, c'est un commencement. Nous n'avons pas effacé le passé. Nous ne le pouvions pas. Mais, nous avons enfin accepté de le porter ensemble. » Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé assise dans un cercle de chaises en plastique, dans une pièce stérile et sans fenêtre, au centre médical pour anciens combattants. C'était un groupe de soutien pour le stress post-traumatique, dédié aux militaires. Quand ce fut mon tour de parler, je ne me suis pas présenté comme l'héroïne des journaux télévisés. J'ai juste dit, je m'appelle Caitlin. Je suis sergent. Je n'ai pas parlé de la médaille ni du salut, mais des longues nuits silencieuses, du sentiment d'être une survivante dans un monde qui ne voulait voir qu'un symbole. Pour la première fois, je n'étais pas un gros titre. J'étais juste une personne, assise parmi des pairs, qui comprenait que les cicatrices les plus profondes, sont celles que personne ne peut voir. La guérison était fragile. Cependant, un soir, ma mère, dans une tentative sincère mais mal avisée de tourner la page, a abordé un sujet qui m'a donné des frissons dans le dos. « Je pensais juste », a-t-elle dit avec hésitation. « Penses-tu qu'un jour, tu pourrais aller voir Cruz en prison ? Les gens peuvent changer, chérie. Peut-être qu'il est différent maintenant. » La question, née de son propre besoin d'une fin bien ordonnée, m'a fait l'effet d'une trahison. Cela m'a montré à quel point j'étais vraiment seul, dans la profondeur de mon traumatisme. J'ai pris une grande inspiration, refoulant la flambée de colère. « Maman », ai-je dit, d'une voix douce mais ferme. Le pardon et la réconciliation sont deux choses différentes. Je dois trouver un moyen de pardonner pour ma propre paix. Mais, cela ne veut pas dire que je doive laisser l'homme qui a essayé de me détruire revenir dans ma vie. D'une quelconque manière. Certaines portes doivent rester fermées pour toujours. J'ai pensé à une citation que j'avais lue de Maya Angelou, « Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. » Cruz m'avait montré qui il était un millier de fois. Je devais le croire. Quelques mois après le procès, une lettre est arrivée. L'adresse de l'expéditeur était le pénitencier d'État de Caroline du Sud. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était de Cruz. 10 pages recto verso, écrites de son écriture précise et arrogante. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un manifeste de reproches. Il blâmait ma mère pour sa faiblesse, son avocat pour son incompétence, le général Whittaker pour sa partialité, et par-dessus tout, il me blâmait moi. Il m'a traité de menteuse, de manipulatrice, de parasite ingrate, qui avait orchestré sa chute. La dernière phrase est restée gravée dans ma mémoire, « Tu as détruit ma vie, et tu pourriras en enfer pour ça. » En la lisant, j'ai attendu la montée de rage familière, ou le poids écrasant du désespoir. Mais, au lieu de cela, une émotion étrange et inattendue m'a envahi. De la pitié. C'était un homme tellement consumé par son propre narcissisme, qu'il était totalement incapable de voir la vérité.
Il passerait le reste de sa vie, dans une prison qu'il s'était lui-même construite. Bien après avoir purgé sa peine officielle, il resterait à jamais la victime, dans sa propre histoire tordue. J'ai pris un morceau de papier et un stylo. J'ai écrit une réponse, une lettre furieuse et cathartique, déversant 20 ans de douleur et de rage. J'ai rempli des pages avec chaque vérité laide, chaque cri silencieux. Quand j'ai eu fini, ma main me faisait mal, et mes joues étaient humides de larmes. Je l'ai relu une fois, puis je l'ai plié soigneusement. J'ai pensé à l'envoyer. J'ai pensé à lui donner ce dernier morceau de moi-même. Mais ensuite, je l'ai mise dans un petit bol en métal, dans l'évier de ma cuisine. J'ai craqué une allumette. La flamme a attrapé le coin du papier, et j'ai regardé les mots de colère se recroqueviller, pour devenir des cendres noires. Le feu a consumé ma rage, ma douleur, et mon dernier lien avec lui. J'ai décidé, là, à cet instant, que mon silence serait ma réponse finale. Je ne lui accorderai pas un mot de plus, une pensée de plus, une seconde de plus de ma vie. La limite la plus puissante que je pouvais fixer, était d'arrêter purement et simplement de participer à son chaos. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé une vieille boîte en bois, au fond de mon placard. Une boîte où je gardais quelques bibelots sans importance de Goose Creek. J'ai pris sa lettre, celle de la prison, et je l'ai placée à l'intérieur. Je ne l'ai pas déchirée. La déchirer lui aurait donné du pouvoir. À la place, je l'ai simplement rangée. Une relique d'une vie qui n'était plus la mienne. J'ai fermé le couvercle, le doux clic du loquet résonnant dans la pièce silencieuse. C'était fini. Le passé n'était pas effacé, mais il était contenu. La récupération physique a été éreintante. C'était un processus lent et douloureux, pour reconstruire le muscle, et apprendre à refaire confiance à mon corps. Il y avait des jours où la douleur dans ma hanche était un rappel grinçant et implacable, et la frustration semblait écrasante. Mais, chaque matin, je me réveillais et traitais ma rééducation comme une mission. J'ai abordé la kinésithérapie avec la même discipline, qui m'avait permis de traverser l'entraînement de base. Passer à travers la douleur, me concentrer sur les petites victoires. Un pas de plus, une livre de résistance en plus. Quand j'ai finalement été déclaré apte au service actif, et que j'ai franchi de nouveau les portes du quartier général de mon unité, j'étais préparé au regard de pitié, aux questions embarrassantes. Mais ils ne sont jamais venus. À la place, j'ai été accueilli par des hochements de tête silencieux et respectueux, et par des poignées de main un peu plus fermes qu'avant. Mes frères d'armes ne voyaient pas une victime. Ils voyaient une soldate, qui avait affronté un autre genre d'ennemi, et qui avait gagné. La cicatrice sur ma hanche, que j'avais autrefois cachée sous mon uniforme, ne ressemblait plus à une marque de honte. C'était une médaille invisible, un témoignage du combat le plus dur de ma vie. Mais, en reprenant la routine de la vie militaire, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Ma propre histoire, que j'avais combattue avec tant d'ardeur pour me réapproprier, me semblait plus grande que ma simple survie. J'ai commencé à faire du bénévolat le week-end, dans un refuge pour victimes de violences conjugales, qui aidait les familles de militaires de la région de Charleston. Là, au cours de conversations discrètes avec des conjoints et des militaires, j'ai vu ma propre douleur se refléter dans leurs yeux. J'ai compris, d'une manière que peu de gens pouvaient saisir, la prison unique que représente le fait d'être maltraité au sein d'une culture, qui valorise la force et le silence par-dessus tout. Comment demander de l'aide, quand votre monde entier vous dit d'être fort ? Comment signaler des abus, quand ils proviennent de quelqu'un de l'intérieur, de cette même communauté censée être votre système de soutien infaillible ? J'ai vu une lacune, le besoin d'un refuge sûr, construit par l'un des nôtres. Avec une proposition détaillée en main, j'ai demandé une réunion avec le général Whittaker. Il a écouté attentivement, pendant que j'exposais ma vision. Un réseau de soutien confidentiel, dirigé par des pairs, pour les militaires et leurs familles confrontés à la violence domestique. Un endroit où un soldat pourrait parler à un autre soldat, sans craindre le jugement, ou les répercussions sur sa carrière. Il n'a pas hésité. Ce n'est pas seulement une bonne idée, sergent, a-t-il dit, les yeux remplis d'une fierté paternelle. C'est une idée nécessaire. Vous aurez tout mon soutien. Et c'est ainsi, avec son appui, qu'est né le projet Camarades Silencieux. Cela a commencé comme une simple ligne d'assistance anonyme, et un groupe de soutien hebdomadaire, mais ça a grandi rapidement, devenant une ressource vitale et de confiance sur la base. Nous ne proposions pas seulement de l'aide. Nous changions la conversation, brisant le silence toxique,
un soldat, une famille à la fois. Un an jour pour jour après avoir été abattu, je me suis retrouvé debout sur ce même terrain de parade, à la base interarmée de Charleston. Mais cette fois, l'air n'était pas lourd de tension. Il était rempli du chaud soleil de fin d'après-midi, et d'un sentiment de paix profonde. J'étais là pour être honoré en tant que soldat de l'année de la base, non pas pour ce que j'avais enduré, mais pour ce que j'avais construit à la suite de cela. La personne qui remettait le prix était le général Whittaker. C'était l'un de ses derniers actes officiels avant sa retraite. Il se tenait devant moi, son propre uniforme orné de l'héritage de toute une vie. Alors qu'il épinglait la nouvelle médaille sur ma poitrine, il s'est penché tout près. « Je vous avais dit que votre père serait fier », a-t-il chuchoté, la voix lourde d'émotion. « Et moi aussi, sergent. Moi aussi. » Ma vision s'est brouillée de larmes alors qu'il reculait, et me saluait. Je lui ai rendu son salut, ma propre main ferme et assurée. Ensuite, ce fut à mon tour de parler. Je me suis avancé vers le pupitre, et j'ai regardé la foule. J'ai vu les visages de mes camarades soldats. J'ai vu les hommes et les femmes qui avaient trouvé le courage d'appeler notre ligne d'assistance. Et, au premier rang, j'ai vu ma mère. Elle ne pleurait plus des larmes de douleur. Elle souriait, le visage rayonnant d'un bonheur que je n'avais pas vu depuis que j'étais toute petite. J'ai pris une profonde inspiration, l'air pur et teinté de sel remplissant mes poumons. Il y a un an, sur ce même terrain, j'ai été blessé, ai-je commencé, la voix claire et forte. Et j'ai fait un salut que beaucoup ont qualifié d'acte de bravoure. Mais, aujourd'hui, je veux parler de la cicatrice que cette balle a laissée derrière elle. J'ai touché ma hanche, à travers le tissu de mon uniforme. Pendant longtemps, j'ai vu cette cicatrice comme un symbole de ma faiblesse, le rappel d'un moment où j'ai été brisé. Mais j'ai appris que nos cicatrices ne sont pas nos fins. Ce ne sont pas des points finaux. Ce sont des virgules. Des endroits où une histoire nouvelle, et souvent plus forte, commence. J'ai balayé du regard les visages devant moi. J'ai appris que le vrai courage, ce n'est pas de se tenir debout seul, dans son moment le plus sombre. Le vrai courage réside dans ce que vous faites après ce moment. Il s'agit de retourner dans les ténèbres, pour créer un endroit où plus personne n'aura jamais à se tenir debout seul. J'ai pensé au credo de l'armée, à la promesse que nous nous faisons sur le champ de bataille. Dans l'armée, nous avons une éthique de guerrier, je n'abandonnerai jamais un camarade tombé. Mais, cette promesse ne devrait pas prendre fin, lorsque nous retirons nos uniformes. Elle doit nous suivre à la maison. Elle doit s'appliquer à nos batailles ici. Sur le front intérieur. Nous devons être les frères d'armes les uns des autres, avec ou sans uniforme. J'ai terminé, et pendant un instant, il y a eu un silence. Puis, tout le terrain de parade s'est levé comme un seul homme, dans une vague d'applaudissements à tout rompre. Le salut sanglant d'il y a un an n'était plus un souvenir de survie personnelle. Il avait été transformé. Il était devenu un héritage d'espoir. Un rappel durable que, de nos blessures les plus profondes, la plus grande des forces peut naître. Mon histoire a trouvé sa fin, ou plutôt son nouveau commencement, sur ce terrain de parade. C'est un rappel que nos blessures les plus profondes n'ont pas à nous définir. Elles peuvent devenir la source de notre plus grand but. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres histoires de résilience dans les commentaires, et vous êtes devenus mes camarades silencieux, vous aussi. Si mon parcours a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires de survie et d'espoir. Et, pour une dernière fois, dites-moi dans les commentaires, quel est le mot qui définit la force que vous avez trouvée en vous.